DLTDC Heroes, Clem qui court. Salut Clément, bienvenue sur Dans la tête d'un coureur. C'est un vrai plaisir de te recevoir dans le podcast parce que c'est vrai qu'on vit une époque où le sport est en plein bouleversement et en particulier le trail qui attire de plus en plus de nouveaux profils, de nouvelles histoires et avec des coureurs parfois un petit peu singuliers et surprenants comme c'est ton cas. On va parler de tout ça, on va parler de ton parcours, de ton ascension assez fulgurante, de tes courses aussi, de ton entraînement, on va tout décortiquer. Mais avant ça, comment ça va vraiment aujourd'hui ? Salut, déjà merci pour l'invitation. Comment ça va ? C'est juste fou ce qui se passe en ce moment, cette semaine, ces derniers mois. Mais ça va plutôt bien, j'ai hâte d'être sur la course. Alors pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, on est jeudi. Donc on est là à un petit peu plus de 24 heures du départ de l'UTMB. Et c'est la première fois que tu viens d'ailleurs à Chamonix, est-ce que c'est... Ouais, ça c'est les Alpes. Déjà, en fait, j'avais jamais fait de trail ailleurs que dans l'océan Indien. Ouais. Donc c'est une des premières fois pour moi et première fois à Chamonix. Après, je suis arrivé il y a un bon mois pour me préparer, donc j'ai pu voir un peu les alentours, mais Chamonix pendant l'UTMB, c'est encore différent. Et justement, qu'est-ce que tu penses un petit peu des sentiers alpins ? Puisque j'imagine que tu as dû aussi voir à la télé, sur YouTube, écouter des podcasts. Et puis là, maintenant, tu es dans le réel. Est-ce que c'est comme ce que tu t'imaginais ? Ouais, non, c'est incroyable. Les paysages sont magnifiques. Après, par contre, il faut courir. Ici, il faut courir beaucoup. Et ça, c'est un peu ce qui m'inquiète pour l'UTMB. Mais bon, ça va bien se passer. Alors Clément, on t'a vu exploser en moins d'un an, que ce soit sur les sentiers, sur les réseaux et puis dans le cœur des gens aussi, parce que voilà, t'as su fédérer une communauté qui est extrêmement attachée à toi. Tu sors aussi d'une course XXL, il y a même un film qui a été réalisé sur toi par Léo, le réalisateur, il est là et on le salue. J'ai regardé ce matin, près de 400 000 vues. J'imagine qu'en ce moment, tu dois te dire, ok, là je suis en train de vivre un vrai tournant, ma vie est en train de basculer. Est-ce que tu ressens ça comme ça ? Ouais, un peu, carrément. Hier soir, dans le lit, je phasais, je bug un peu. Surtout que là, à Cham, j'ai l'impression d'être une superstar. Ça fait bizarre même de dire ça. Ça fait un peu... j'ai pris le melon, mais c'est ce qui se passe. Je peux pas traverser la rue sans qu'on m'arrête. Et même les messages, moi qui adorais répondre à tout le monde, ça devient juste incontrôlable. C'est 2-3 messages minutes et ça me dépasse. Après, je suppose que je suis en plein dans le buzz, que en tout cas je me suis construit depuis longtemps. Enfin, je me dis, ça fait quand même 2 ans que les vidéos, j'aime bien utiliser ce mot-là, que je tryhard, que je me donne à fond pour vivre cette vie-là. Donc maintenant j'y suis. C'est étrange sensation, mais bon, on peut pas se plaindre, on est content. Hein. Alors on va zoomer, on va revenir sur ce que tu dis parce qu'effectivement c'est hyper intéressant et puis c'est assez rare que quelqu'un qui explose comme ça. Alors on a eu par le passé des créateurs de contenu singuliers qui ont su un peu comme toi toucher le cœur des gens, mais c'est vrai que ça s'est fait de manière beaucoup plus progressive et pas aussi explosif. Après, les algorithmes ont changé. Aujourd'hui, il y a plein de nouveaux réseaux sociaux. Donc, c'est pareil pour tout. Tout va très, très vite. Mais avant ça, on va revenir un petit peu plus au tout début. Tu dis souvent, parce que j'ai écouté d'autres podcasts, tu as fait notamment Course épique avec Guillaume, où du coup, j'en sais un petit peu plus sur toi grâce à lui. Et on va essayer d'être un peu complémentaire avec celui-ci, puis voir comment ça évolue aussi. Parce qu'avec la vitesse où vont les choses, j'imagine que tu as vécu encore plein de trucs. Mais voilà, tu as dit chez lui que tu étais un petit gars comme tout le monde, avec une enfance comme tout le monde. Mais quand même, quand on gratte un peu, quand on regarde ton parcours, moi j'avais tiqué parce que t'es quand même un personnage assez singulier. J'ai du mal à croire que c'était aussi lisse que ça. Quand on revient dans ton enfance, sans même parler de sport, tu rêvais à quoi ? Qu'est-ce que tu envisageais de faire ? Est-ce que, je sais pas, tu voulais être pompier ou policier ? Enfin, comment ça se passait vraiment ? Non, alors quand j'étais tout petit, je voulais être pilote d'avion de chasse. Ouais. Puis rapidement, c'est pas trop tard. Fallait être bon en mathématiques et ça me faisait. C'est sûr que ça m'embêtait de travailler à fond là-dedans dans les mathématiques. Non, je pense que c'est pour ça que je dis souvent que je pense que j'ai vraiment été comme tout le monde dans le sens où j'ai toujours été un peu perdu dans ce que je voulais faire plus tard. Tu vois, même dans le sport, je faisais pas de sport quand j'étais petit. Je prenais un peu les choses quand elles venaient. Ce que j'aime bien dire, c'est la seule ligne directrice pour moi, en fait, c'était l'école. C'était passer les classes, c'était faire des bonnes études pour faire plaisir un peu à la famille et tout. Et c'est pour ça, une fois que je suis arrivé avec un métier, même un an avant la fin de mes études, de mon master, je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'ai toujours été un peu perdu, mais du coup, j'ai toujours essayé de faire bien les choses. Mais une fois que je suis arrivé dans le grand bain,
j'étais un peu buggé. Alors, je côtoie beaucoup de créateurs de contenu, que ce soit dans le monde effectivement du sport, mais même aussi dans le monde de l'influence, parce que finalement, ça reste un petit monde. Et c'est vrai que il y a l'image sur les réseaux où les gens sont quand même assez extravertis, où voilà, ils sont un personnage. Et puis, des fois, quand tu les vois un peu en privé, ils sont beaucoup plus introvertis parce que finalement, la démarche de créer du contenu, de s'exposer, de se mettre en avant, elle n'est pas si naturelle que ça. C'est aussi des fois pour combler un manque, une certaine forme aussi parfois de solitude qu'on a rencontrée. Alors, je ne vais pas rentrer dans la caricature, mais est-ce que tu te définirais plutôt comme un extraverti, un introverti? Comment tu vois les choses derrière la caméra, je veux dire? Non, c'est une excellente question. Je pense que je suis pas non plus introverti. Je suis pas super timide. Par contre, c'est vrai que quand je suis entouré de gens que je connais pas et tout, je peux être très timide. Quand il y a du monde, par Ouais. exemple, c'est ça, non? Il y a du monde, mais ou du monde, mais tu sais, qui est pas là pour moi. Par exemple, là, ça va. Là, la salle, elle est remplie de gens qui connaissent Clem qui court. Je pense que le stress est pas trop présent. Mais c'est sûr qu'une fois que, par exemple, quand j'intégrais une nouvelle entreprise ou une nouvelle classe, bah là, je suis très timide. Mais ça, je pense que c'est tout le monde comme ça. Mais du coup, pour te ressourcer, est-ce que tu as besoin de voir du monde ou tu as besoin un peu d'être tout seul? Non, je pense que j'ai besoin un peu d'être tout seul pour me ressourcer. Et Donc il y a quand même un petit aspect oui, oui, introverti. bien sûr. Et ce que j'aime dire là, avec Chamonix, avec tout ce qui se passe, c'est génial. Mais je vais être bien content aussi une fois que ça sera passé, parce que je pense que c'est important de passer du temps tout seul, même sur les sentiers et tout. C'est pour ça que je fais du trail. Après, on peut être les deux. Hein. Oui, voilà, oui. c'est pas l'un ou l'autre. Souvent, il y a des personnes qui sont les deux. Alors, tu le dis, tu étais plutôt bon élève. J'ai vu même une petite vidéo où j'ai appris que tu as eu ton bac avec mention, tu as fait une grande école de commerce, donc plutôt un parcours scolaire sans faute. Tu dis que c'était pour faire plaisir aux parents, donc tu n'aimais pas vraiment ça, l'école? C'était... Non, je pense que je me confortais dans l'idée qu'il fallait que je fasse ça et que c'était bien d'être là à ce moment-là. C'était un peu le parcours d'aller au bac plus 5. J'ai un peu l'impression que c'est l'idéal pour tout le monde et c'est un peu ce que la société veut. Donc je l'ai fait, mais après, comme je t'ai dit, même un an, même quelques mois avant la fin de mon bac plus 5, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc est-ce que c'est vraiment là que je voulais être? Je sais pas. Mais je l'ai fait parce que puis ça paraissait logique aussi. Après, pour revenir au profil d'athlète, c'est aussi des gens un petit peu compétiteurs, qui aiment bien aussi gagner, réussir. Et est-ce que toi, tu voulais être un petit peu premier aussi? Tu avais déjà un peu cet esprit de compétition à l'école ou c'est venu après? Non, après en école de commerce, ouais, j'ai toujours eu un peu ce côté. J'ai toujours été bon en examen. Et souvent, je fais le parallèle au trail parce que tu vois, là, tout le monde me dit alors comment tu te sens pour l'UTMB. Et je sais que l'UTMB, c'est comme un examen. Et le jour J, normalement, souvent, je réussis bien le jour J. Ah, tu fais un parallèle un peu comme ceux qui sont pas les meilleurs dans leur révision, mais le Exact. jour Le jour J, je sais pas pourquoi, je m'en sors bien avec le stress, avec un peu tout. Ah, est-ce que c'est transférable cette vision sur le sport? Ce sera Moi, curieux je de voir me fais si... souvent le parallèle. Tu vois. Ouais, non, mais c'est intéressant à voir si c'est vraiment transférable. Alors, quand on regarde ton contenu, ton ton, ton humour, on sent que tu as grandi avec les codes d'Internet, YouTube, Call of, les mêmes. Voilà, on voit que c'est ton univers. Est-ce que ça a vraiment façonné quelque chose chez toi, sur ta façon d'appréhender les choses, notamment le trail avec cette autodérision? Comment tu évalues justement cette culture-là et l'impact que ça a eu sur toi? Non, carrément, moi j'ai grandi avec déjà YouTube. Je me souviens, j'étais un des premiers followers de Squeezie. J'ai aussi grandi avec les jeux vidéo. Et forcément, quand je suis arrivé en fait moi dans le monde du trail, j'ai découvert ça à Maurice. J'ai découvert, je pense vraiment ce qu'on appelle l'esprit trail, où je prenais énormément de plaisir, que je rencontrais plein de gens sur les sentiers et surtout à chaque fois, j'en revenais avec des aventures exceptionnelles. Et par contre, en termes de contenu, quand je rentrais chez moi, c'est pas ce que je retrouvais. Tu vois, je retrouvais un contenu chez les élites assez très beau, très parfait, qui je sais pas, qui me ressemblait pas. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, de ramener un peu. Tu vois, moi, j'ai une inspiration, c'est vraiment l'émission Zen avec Maxime Biaggi. Ouais, bien sûr. Tu vois, et ça, je me suis dit, pourquoi on peut pas amener un peu cette touche où on se prend pas au sérieux, où on se marre, parce qu'au final, c'est ce qui se passe quand je fais un trail. Je prends énormément de plaisir et j'ai envie de faire ressentir ça aux gens. Et puis c'est vrai qu'on est un peu à un bouleversement dans les pelotons de trailers. Moi, ça m'avait marqué il y a 3 ans, notamment sur la Maxi Race, où vraiment, tu sais, il y a un petit peu les marronniers, on va toujours sur les courses en course. Et sur la Maxi Race, il y a vraiment eu un moment de bascule où je me suis dit, j'ai regardé le peloton, je me suis dit, mais ça a vachement rajeuni, quoi. Il y a encore 5 ans, les trailers, c'était plutôt un homme de 40, 45 ans. Et là, on voit une nouvelle génération de coureurs qui n'a pas forcément les mêmes codes, déjà qui est beaucoup plus éclectique, qui fait un peu de tout, qui va toucher au triathlon, à la route, qui va faire des aventures aussi. Et il n'y avait pas vraiment de personnes qui incarnaient cette nouvelle génération. Est-ce que toi aussi, tu avais un petit peu ce manque? Tu avais remarqué aussi que finalement, parmi tout ce qui existait, il y avait des contenus super sympas, mais pas forcément ce que tu recherchais. Et donc, la création, ça vient souvent d'un manque. Ça n'existe pas, donc on a envie de le créer. Je pense que c'était pas voulu de ma part.
En tout cas, je me suis pas lancé pour ces raisons-là en disant je vais combler ce manque. Mais maintenant, avec du recul, je me dis que c'est sûr que j'ai pris. Tu vois, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, et j'ai pris ce créneau-là. Parce que moi, je pense qu'en tout cas, je me suis mis au trail parce que je suis arrivé, tu vois, à l'île Maurice et j'étais expat là-bas et j'avais envie de découvrir l'île. Mais j'ai pas découvert le trail grâce à une vidéo ou grâce à un créateur. Et pourtant, je pense que pour notre génération, où on a grandi quand même, moi je sais que je regardais beaucoup de vidéos de Mike Horn avec un peu l'aventure et cette envie de découvrir et de sortir un peu des sentiers battus. Bah, en fait, le trail, ça regroupe parfaitement ce besoin-là. Et voilà, je pense maintenant, si je peux véhiculer ça, et comme tu dis, il y a beaucoup plus de jeunes, et je pense que notre génération, ça parle de trail parce que c'est un mix de compétition, d'aventure, de découverte. Ouais, c'est ça, c'est un patchwork un peu de ça. plein de choses. Alors, je vais revenir sur. On n'est pas obligé de parler que de course à pied aujourd'hui. Et c'est vrai que les jeux vidéo, par exemple, tous les. Voilà, où je sais que tu es un grand pratiquant, et les gens ne le savent pas forcément, mais aujourd'hui, c'est le premier produit culturel au monde, loin devant le cinéma, la musique, les livres. C'est le premier produit culturel, c'est quand même assez fou. Tu t'es déjà interrogé justement pourquoi cette culture, ça parle autant à ta génération. C'est parce que c'était quand même assez décrié. Moi, dans mon époque, on n'était pas nombreux à jouer aux jeux vidéo. C'était même un petit peu mal vu. Aujourd'hui, c'est hyper courant. Et on a beaucoup caricaturé aussi ce monde-là sur les gamers. Il y a aussi le e-sport où on les voit un peu comme des geeks dans leur chambre, alors qu'aujourd'hui, c'est des athlètes presque de haut niveau aussi. Enfin, ils ont finalement leur place dans le monde du sport, mais c'est encore un petit peu à part. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça ? Ouais, je sais dire pourquoi ça plaît autant à notre génération, je sais pas. Je pense que déjà technologiquement c'est exceptionnel certains jeux. Après, moi en tout cas, je sais que je me suis retrouvé parce que je pense que je suis quelqu'un de très émotif, tu vois. Dans les jeux, le soir, après l'école, je me sentais bien, tu vois. J'avais mon groupe de potes en ligne, peu importe ce qui s'est passé la journée. Je me souviens que j'arrivais pas à décrocher le soir, tu vois. Je me sentais trop bien à juste jouer. Et tu joues encore un petit peu là, où tu as passé l'arme à gauche là, sur ça ? Alors, depuis, en fait, en arrivant à l'île Maurice, forcément... la connexion, c'était moins exact. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment jouer avec les autres. Tu vois, aller hors ligne, ça m'a jamais trop excité. Et la connexion est pas bonne. Et là, pour la petite anecdote, après l'extraterrestre, donc la course que j'ai fait en début d'année, j'ai rebranché la Xbox. J'ai passé 3 semaines à faire que ça. Et je me suis dit, c'est peut-être pas si bon que ça des fois. Moi, je suis toujours dans les extrêmes, et c'est pareil avec la console, j'arrive pas à m'arrêter. Tu es toujours dans les extrêmes, c'est-à-dire à fond sur Internet, à fond dans les choses. Quand tu te prends d'une passion, tu es à fond dedans, tu veux tout connaître, tout savoir. C'est ça le... C'est pas tant que ça, c'est quand je fais quelque chose, souvent je m'arrête plus, tu vois. Quand je vais courir beaucoup, longtemps, et les jeux, je vais juste relancer des parties jusqu'à... Souvent c'est trop, tu vois. Et ouais, c'est pareil. Et souvent je fais le parallèle avec l'alcool, tu vois. C'est pas bon, faut pas boire, mais moi je sais que je bois très peu parce qu'à chaque fois que je bois, c'est trop. Alors, tu le disais à l'instant, si on remonte dans ton histoire, tu as découvert le trail sur le tard. Hein, donc, tu faisais ton mémoire de fin d'études, c'est ça, à l'île Maurice, je crois, ou tu as un stage on n'a pas eu tous la même jeunesse, la même vie étudiante, ça devait être un petit peu sympa que Aubervilliers. Et du coup, ce qui est fou, c'est que tu n'étais pas du tout coureur à la base, c'est ça ? C'était pas ton monde. Non, c'est ça. En fait, même le sport en général, je m'y suis mis assez tard. J'en faisais forcément à l'école comme tout le monde. J'ai rejoint une équipe de foot, tu vois, à 16 ou 17 ans, parce qu'il y avait tous mes potes dedans et que c'était plus facile d'être intégré, mais j'étais nul, mais ça les dérangeait pas, heureusement. Et tu vois, je me suis pris d'amour un peu pour le foot sur le tard. J'en ai fait beaucoup, et après du coup, pour rester en forme, j'essaie entre X games de League of Legends, j'essaie d'aller courir, tu vois, un peu. J'ai toujours eu ce côté, j'aimerais bien quand même rester un peu en forme, en santé, mais je courais juste comme ça, tu vois. C'était 2 footings par semaine. Tu jouais à quel poste au foot ? Je jouais alors au début, ils me mettaient devant parce que j'étais tellement nul, on me faisait rentrer les 10 dernières minutes dans le match. Et petit à petit, j'ai progressé, et après, vers le milieu. Ouais, donc ça court quand même un petit peu. Ouais. Ça. Bon, en fait, tout le monde, ma seule qualité, ça a toujours été de courir. En fait, ton entraîneur avait dû détecter que tu avais quand même une bonne capacité cardio. Et donc, je pense que c'était surtout pour me faire plaisir. Ils se sont dit, en fait, Clem, il est juste bon à courir. On va lui faire le pressing. Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu me dis, dans les jeux vidéo, ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu social, d'être avec les potes. Dans le foot, ça reste un sport collectif. Du coup, c'est vrai que le trail, c'est un peu l'image, tu vois, de la solitude du coureur de fond, l'introspection, seul avec soi-même, le dépassement de soi. C'est bizarre que ça t'ait attiré finalement. Non, parce qu'en fait, c'est marrant, c'est que mon premier trail, déjà, je l'ai fait avec un collègue, et on s'est vraiment lancé.
à deux dedans dans l'aventure. Lui, il m'a rassuré, il m'a dit mais non, 50 km, ça va le faire, tu verras, ça va passer tout seul. Et au final, il m'a emmené tout le long de cette aventure. Et donc, pour moi, je le ressens un peu comme une aventure à deux, en tout cas à plusieurs. Et après, à l'île Maurice, j'ai la chance, comme je t'ai dit, l'esprit trail est très présent. Il y a une belle communauté. Et dès le début, en fait, j'ai été m'entraîner avec des groupes de coureurs locaux. Et en fait, ça a toujours été un peu comme un sport collectif pour moi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la communauté réunionnaise, voilà, au niveau de l'océan Indien, mais pas forcément de la communauté mauricienne. T'es où? T'es vers Pérébert sur Maurice ou t'es... Alors, j'étais vers Pérébert. Maintenant, pour un peu plus de calme, je suis dans l'Est, là-bas. Si t'aimes bien la fête, Pérébert, c'est ça. un peu la Côte d'Azur de l'île Maurice, si on fait. C'est le Saint-Tropez mauricien, voilà. C'est ça, ouais. Il y a 1 an et demi, on a déménagé dans l'Est parce que moi, justement, pour courir et tout, je voulais un peu plus de nature. Ouais. Et je l'ai trouvé là-bas. Et du coup, la commu, c'est bien. Faut aussi, on est aussi un peu écouté dans l'océan Indien. Donc voilà, s'il y a quelques auditeurs qui nous écoutent depuis depuis Maurice, on pense fort à vous. Mais comment tu la décrirais? Est-ce que c'est assez proche? C'est des mecs quand même un petit peu techniques parce que souvent ils sont un peu sous les radars. En plus, ils restent beaucoup à courir dans la région et ils bougent pas forcément. Mais tu as quand même des très très gros talents. Ça court beaucoup aussi. Voilà, ils aiment bien les courses. Ils aiment bien les dossards, quoi. Mais voilà, parle-nous un petit peu des spécificités du trail de l'océan Indien, parce qu'on va... Voilà, comment tu le perçois, toi? Non, Maurice, je pense que c'est les sentiers, c'est des sentiers très techniques. Moi, en tout cas, à chaque fois que je vais quelque part, on me dit tu verras, ce trail est technique. À chaque fois, je dis mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est même pas comparable à Maurice. Je pense que c'est aussi en termes d'entretien des sentiers et tout. Maurice, c'est un peu plus à l'arrache, mais en même temps, justement, c'est la communauté qui fait vivre tout ce trail, qui s'occupe de souvent, tu vois, les dossards sont pas chers, c'est beaucoup plus familial aussi. Et pour parler un peu de compétition, c'est sûr qu'il y a des athlètes, je pense vraiment à fort potentiel. Après, le sport là-bas est moins développé aussi en général. Et du coup, je pense notamment aux athlètes Rodriguez, qui est encore une île qui appartient à Maurice, un peu à côté, où à chaque fois qu'ils viennent, ils mettent des raclées à tout le monde. Mais après, c'est pas donné pour eux de voyager et d'aller s'exprimer à l'étranger. Mais ouais, moi, souvent, je décris Maurice comme vraiment une communauté familiale où, en fait, la compétition, limite, je trouve, elle passe en arrière-plan. Tu vois, il y a toujours, on est toujours une dizaine à se tirer la bourre à l'avant, mais c'est à la fin, c'est que de l'amour et on est juste trop content d'être là. Ça me fait toujours rire parce qu'à chaque départ, on nous rappelle que faut vraiment s'entraider parce qu'il n'y aura pas de secours qui va venir nous chercher. Tu vois, c'est vraiment ce trail-là à l'ancienne, je pense, juste. C'est juste que c'est pas encore développé, mais c'est pas plus mal, je trouve. Ouais, quand on rentre dans Mafat, il faut sortir de Mafat. Ça, c'est aussi ce qu'on dit beaucoup. Très vite, tu vas choisir de documenter ton parcours sur les réseaux sociaux. C'est pas anodin, hein, parce qu'il faut quand même avoir le courage de s'exposer en ligne, surtout dans un milieu où les gens peuvent... ça reste le milieu du sport, donc même si c'est pas forcément le cas, mais on peut toujours avoir cette appréhension d'être critiqué, d'être moqueur, d'être ridicule, ou surtout dans un monde qui peut être parfois un petit peu élitiste. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à créer, et est-ce que tu as ressenti ces freins ou tu t'en foutais finalement? Non, mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai créé mon compte parce que j'avais peur en fait de déranger tous mes amis d'école de commerce et même mes amis d'enfance. Je me suis dit, en fait, je suis en train de les spammer avec du contenu trail et peut-être qu'ils en ont rien à faire. Et tu vois un peu ce regard-là, je sentais la pression en mode, j'ai pas envie de les déranger plus. Je vais créer un compte, Clem qui court. Et là-bas, en fait, je vais parler que de trail, je vais l'annoncer. Et en fait, viens pas me suivre là-bas si tu t'en fous de ce que je te raconte. Et en fait, je me suis lancé parce que dès le début, sur les trails, je te disais, à Maurice, c'est très technique et tout. Et des fois, je me souviens, il y a des trails, ça ressemble vraiment à n'importe quoi. Tu as de la boue jusqu'aux genoux, tu t'accroches aux branches pour pas glisser. Et je me disais, ça faisait vraiment des belles histoires à raconter, en tout cas rien qu'à juste à mes parents. Tu vois, c'est juste mes parents qui regardent derrière, je suis content. Et c'est parti de là. Et après, en trail, tu fais des rencontres super rigolotes aussi. Et c'était un peu pour partager tout ça, mes journées, juste comme quelqu'un partagerait ses voyages en story, quoi. Et ça a tout de suite fonctionné, ou au début, t'as senti il y a eu un déclic en fonction d'un réel ou quelque chose? Parce que moi l'impression que j'ai, c'est, tu parlais du trail de Rodrigue avec cette fameuse vidéo avec Mathieu Blanchard, et j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un moment donné où ça a basculé. Mais du coup, comment c'était avant, au tout début? Est-ce que ça... T'as tout de suite vu que tu avais de l'attractivité, ou tu as senti un moment de bascule? Parce que les gens le savent pas, mais il y a plein de créateurs de contenu, ils sont là depuis 5-6 ans, et puis d'un seul coup, ils vont faire un format de vidéo, ils vont voir que ça fonctionne, et ils vont du coup répliquer ce format-là, et ça va exploser. Mais ils étaient présents sur les réseaux depuis très très longtemps. Toi, c'était ton cas ou... Non, après, en fait, sur les réseaux, j'ai tout de suite été moi.
Et je pense du coup, j'ai tout de suite remarqué que les gens s'attachaient un peu à moi, même si au début les followers ils grimpaient tout doucement, tu vois. Mhm. Mais moi j'étais trop content à chaque fois de voir un ou une personne ou deux personnes en plus, et je le faisais avec passion, en tout le temps en essayant d'un peu d'apporter quelque chose, tu vois, dans ce que je racontais. Après, je pense qu'en tout cas, les réseaux maintenant, souvent, comme tu dis, on peut avoir un buzz, deux buzz, mais vraiment, si on veut rester dans le temps, il faut en fait avoir des buzz tout le temps. Et j'ai eu de la chance, tu vois, même toi, tu as en tête le buzz de Mathieu Blanchard, mais moi, je me souviens que mon premier gros buzz, c'est à La Réunion où j'avais fait une vidéo où je disais que ma voiture au Maïdo, donc Maïdo, c'est un parking. Pour aller dans Mafat, Ouais. et j'étais à l'autre bout de Mafat et je disais je crois que à la radio ils ont dit que toutes les voitures ont été vandalisées, moi j'ai toutes mes affaires dedans, et toi la vidéo avait fait 2 millions de vues en un jour, et je pense que c'est mon premier buzz. Mais en fait maintenant quand je regarde avec du recul, c'est vraiment énormément de buzz qui m'ont amené à chaque fois un peu plus de followers dans l'aventure, et qui m'ont aidé à faire grandir la communauté. Au-delà du buzz, qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent vraiment de toi, de ta personnalité, de ton message, au-delà du chiffre et des algorithmes? Non, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que juste je fasse découvrir cette passion de l'outdoor. Parce qu'en fait, moi, quand je trail, j'ai surtout l'impression que des fois, quand je vais m'entraîner, c'est des longues randonnées. Et tu vois, quand je reçois des messages où on me dit grâce à toi, j'ai été courir pour la première fois, j'en reçois énormément. Je me suis inscrit à un trail. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir, parce que, en fait, oui, tout ce que je partage, l'humour et tout ce qu'il y a d'annexe à ça, au final, c'est autour du trail. Et donc, si les gens s'y mettent, c'est génial. C'est vraiment un truc très fort avec toi, et c'est là où on voit toute ta valeur ajoutée dans ta création de contenu et dans le sport, c'est que tu arrives à toucher un public beaucoup plus jeune déjà. Là, j'ai vu dans Chamonix, il y a des enfants de 13-14 ans avec ton t-shirt, et les papas, et on voit qu'ils sont là et qu'ils courent, et puis les enfants, du coup, peut-être qu'ils ne s'intéressaient pas au trail, tu vois, peut-être que c'est le truc du père, et puis peut-être que du coup, tu as réussi à créer des liens. Moi, j'ai vraiment cette impression, tu vois, d'être quelqu'un qui a réussi à s'identifier. Et puis, moi, tu vois, j'ai mes voisins qui font pas de sport, mais vraiment, ils savent même pas ce que je fais et tout, ils vaguement, quoi. Et des jeunes, quoi. Et ils m'ont dit, j'ai vu la vidéo de Clem qui court sur YouTube. Et du coup, c'est trop cool, parce que tu vas élargir et tu vas toucher des gens qui d'habitude sont pas forcément exposés à ce monde du sport. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que même quelqu'un qui s'intéresse pas au running, à la course à pied, arrive à trouver ton contenu pertinent, intéressant pour lui? C'est une bonne question. Après, je pense que moi, je l'ai toujours voulu. Tu vois, je me suis toujours dit, je comprends pas que tu vois, un Inoxtag qui fait une vidéo sur le GR, ça fasse des millions de vues. Et pourquoi pas, nous qui parlons de trail, ça devrait parler exactement qu'aux trailers, tu vois, alors que c'est un sujet comme un autre. Après, je pense que c'est l'humour. Hein. L'humour, c'est quand même. Ça permet de toucher tout le monde. Et c'est marrant, c'est que tu dis les jeunes, mais moi, je sais que dans ma communauté, il y a aussi énormément de personnes de tout âge. Et ça, je pense, c'est aussi grâce à TikTok. TikTok, tu vois, si l'algorithme considère que la vidéo est bonne, il va l'envoyer à énormément de gens, et ça va permettre à énormément de gens de me découvrir. Après, si des gens qui font pas de trail ou qui sont plus âgés, plus jeunes, aiment bien la vidéo, je pense que c'est oui, il y a l'humour, il y a ce côté un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi, juste parce que je prends énormément de plaisir pendant mes vidéos, et ça, j'ai l'impression que juste ça, les gens, ça les fait s'attacher un peu. Alors, un an, enfin voilà, globalement, ton ascension, elle a été quand même extrêmement concentrée. Voilà, tu as signé un partenariat avec Brooks, tu es sponsorisé. J'imagine aussi que tu es invité dans plein d'événements, que tu reçois plein de cadeaux, tu es reconnu dans la rue. Ça doit être une expérience assez... voilà, comment est-ce que tu le vis? Parce que ça doit être assez fou quand même. Ah ouais, là, précisément ces derniers jours, je l'ai senti monter, tu vois, un peu, je sais pas, je peux appeler ça la célébrité, tu vois, qu'on me reconnaisse. Au début sur les sentiers, donc tu te dis, bon, c'est des gens qui font du trail, mais là, maintenant, en fait, même si je vais dans un tout petit village, j'ai l'impression qu'on me reconnaît à la station essence, partout, tu vois, et je trouve ça fou. Après, comment je le vis, là, je me dis que tout ce que j'ai travaillé, parce que ça fait 2 ans où j'aime bien le terme lock-in, tu vois, j'ai fait que ça. De mes week-ends, c'était s'entraîner, faire des vidéos, toute la semaine aussi, tu vois. Je sais que même il y a des amis et tout que j'ai un peu moins vu à Maurice, parce que ça fait vraiment 2 ans que je travaille pour ça. Donc là, il y a un peu ce sentiment, ok, wow, ça arrivait d'un coup, mais en même temps... Ouais, c'est intéressant, parce que
les gens ne se doutent pas forcément le travail et ce que ça implique, la création de contenu. Les gens voient ça vraiment comme du divertissement, comme quelque chose de... On allume son téléphone, on a une blague en tête, on la fait et puis on la poste. Et puis... Alors ça arrive, des fois il y a des contenus comme ça. Ça arrive et c'est très cool. On ne se doute pas, on capte un instant, on le met et ça fait des millions de vues, comme tu me disais, après peut-être sur le parking et tout. Mais il y a quand même un travail de recherche, un travail de storytelling. Ensuite, on veut se professionnaliser, on veut surprendre les gens. Donc c'est un vrai boulot, quoi. C'est un vrai travail et ça demande énormément de ressources, énormément de temps. Et du coup, toi, c'est ça, tu as l'impression finalement que ça paye et que tu as fait finalement le bon choix en t'investissant à fond là-dedans. Parce que, en plus, la capacité de réussir, les chances de réussite, c'est comme les bébés tortues sur la plage, quoi. C'en a 1 sur 1 million qui réussit. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Ça paraît simple parce qu'on en voit beaucoup, mais réellement, c'est 1 sur 1 million, quoi. Donc, pour toi, en fait, tu dis, ouais, j'ai fait le bon choix. Ouais, et puis dès le début, en fait, je suis arrivé un peu avec un regard hyper, critique et analytique de tout ce qui se faisait. Moi, quand je scrolle TikTok ou Insta, j'analyse tout, tu vois. Le hook, pourquoi autant de vues, pourquoi elle marche si bien, c'est quoi les commentaires. Et tu vois, ça, je me considère un peu comme un expert maintenant des algorithmes. Et ça, c'est ce qu'on voit pas. Même quand tu parles de la vidéo, là où je parle juste de ma voiture, au final, je me souviens que le jour J, c'est peut-être 6 heures pour une vidéo d'1 minute parce que moi je l'ai refait 10 fois parce que il y a un peu cette peur de poster aussi, tu vois, au moment de poster. Donc et ça, je me dis bon, ça fait 2 ans, à chaque fois, c'est ça, à chaque fois que je poste une vidéo, je me pose 10 millions de questions, je la retravaille, je refais. Il y a même Léo qui me filme souvent. À chaque fois, on dirait que c'est un one shot, mais en fait nous on a passé 3 heures et je l'ai fait trop chier à faire 8 fois, tu vois, la On lui demandera de confirmer, savoir comment c'est de bosser avec toi. Tu vas pouvoir te venger, Léo. Et donc, en fait, c'est trop drôle parce que quand tu te balades dans la rue, tu as l'impression pour les gens, c'est inné, c'est trop facile. Mais moi, derrière, je sais tout le boulot qu'il y a, tu vois. Et j'ai une petite anecdote, là, on a été courir semaine dernière et il y a une famille qui nous a invités à manger la tartiflette avec eux. Donc, tu vois, on passe un super moment. Ah, c'est trop cool. Et à un moment, il y en a un qui me dit trop cool, t'as mis les stories. Je dis non, tu vois, les stories, je vais rentrer chez moi, c'est pas juste ça, pourtant c'est juste une photo. Mais en fait, je vais rentrer chez moi, je vais devoir trouver le bon texte, la bonne musique. Et au final, pour un set de 3 stories, j'ai peut-être mis 2-3 heures, tu vois. Alors peut-être je suis très mauvais, peut-être je suis très lent, mais en même temps, je pense que c'est faire les choses aussi avec cet amour-là, tu vois, cette passion qui fait que ça marche à la fin. Parce que comme tu dis, il y a tellement de contenu de nos jours. Tout le monde veut faire de la création de contenu. Donc, pour se démarquer, il faut être meilleur, tu vois. Toute cette notoriété, toute cette réussite, tout cet engouement autour de toi, est-ce qu'il n'y a pas un prix à payer aussi à ça ? Alors, c'est-à-dire un prix à payer ? Qu'est-ce que tu t'entends par ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvais côtés aussi ? Pour l'instant, moi, j'en vois pas trop, tu vois. En plus, j'ai de la chance. Je sais pas, vous êtes trop sympa dans la commu, mais les haters, j'en ai tellement peu que, tu vois, par exemple, sur le film avec Léo, on en a vu 1 sur 2000 commentaires. On s'est posé, ça nous a tracassé 2 heures parce qu'il y avait un seul mauvais commentaire sur les 2000. Donc, je pense que j'ai une chance inouïe jusqu'à maintenant. Je pense aussi parce que dès le début, j'ai fait le choix de tout le temps partager avec transparence, authenticité. Je pense que les gens pensent tout le temps que on va être un peu vulnérable si on parle de nos émotions, si on parle de ce qu'on ressent. Mais je pense que moi, avoir fait ça dès le début, ça m'a aussi aidé à avoir un peu un regard plus humain, je pense, des gens qui me suivent. Et tu vois, même souvent, j'essaye de... Après, là, je me voile pas la face. Je sais que plus je vais grossir, plus il va en avoir. Ouais. Ça fait partie du jeu. Mais j'ai quand même ce sentiment que si vraiment on est honnête avec les gens, il y en a quand même peu de méchants sur Terre à la fin. Il y a effectivement, ça reste foncièrement les gens, c'est assez rare les gens méchants, les gens foncièrement qui te veulent du mal. C'est quand même extrêmement rare. Moi, je crois que j'en ai jamais vraiment forcément rencontré. Mais après, évidemment, tous les créateurs de contenu te le diront. Généralement, les 3 premières années, c'est toujours très positif parce que la communauté est bienveillante, parce qu'on arrive avec aussi une certaine forme de nouveauté, parce qu'il y a des cycles aussi. Mais tôt ou tard, on commence un petit peu à lasser. Et donc, forcément, tu as des haters. Forcément, il y a des gens qui en ont marre de voir ta tête. Forcément, et ça, c'est pareil pour tout le monde. Et généralement, c'est au bout de 3 ans qu'on commence à avoir les premières critiques. Toi, déjà, est-ce que tu t'es interrogé sur ça ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas devoir gérer ? Est-ce que tu penses qu'émotionnellement, là, tu me disais, j'ai eu une première critique, du coup, parce qu'il faut aussi être honnête. Souvent, on entend, tu vois, les créateurs de contenu dire, moi, je m'en moque, ça m'intéresse. Moi, limite, ça me fait un peu flipper parce que je me dis, je sais pas, t'es un psychopathe ou quoi ? Ça reste humain. On n'est pas fait en fait pour sentir le rejet. C'est quelque chose qu'il faut pas
sous-estimer parce que je pense que vraiment ça peut détruire. Toi, est-ce que c'est déjà des questions que tu t'es posées en disant ça va arriver quoi, tôt ou tard, il y a un moment donné, les gens ils vont en avoir, enfin certaines personnes en tout cas, on aura marre de me voir sur les réseaux où je vais dire un truc qui va être mal compris. Tu es responsable de ce que tu dis, mais pas de ce que les gens comprennent. Donc voilà, est-ce que c'est des trucs auxquels tu t'interroges aujourd'hui? Moi, je sais qu'en tout cas, les critiques, comme tu dis, moi, je peux pas dire je m'en moque parce que c'est pas vrai. Et là, mais par contre, en fait, je deviens tellement mainstream, tellement, enfin, gros, tu vois, c'est 40 millions de vues par mois sur Insta. Enfin, au bout d'un moment, je me dis, forcément, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, je suis OK avec le fait que je sois pas la cam de tout le monde, ça, y a pas de souci. Après, c'est sûr que demain, si je reçois plein de critiques haineuses ou quoi, bon, je pense que je le vivrai mal. Il faudra que je me réadapte. Après, pour l'instant, j'ai l'impression que, je sais pas, moi je le vois plutôt comme un challenge. Tu vois, si demain je reçois 2-3 critiques sur une vidéo, comme tout le monde, peut-être parce que tu vois, moi je le vois maintenant comme un boulot. Et comme tout le monde, je peux avoir une mauvaise journée au bureau et je peux faire du mauvais boulot. Et peut-être que ma blague, elle était pas bonne et je me remettrai en question. Après, j'ai déjà eu, tu vois, quelques vagues de critiques. Par exemple, j'avais fait une vidéo où je parlais du trail des goyaves à Maurice. Et faut savoir qu'aux Antilles, ils disent goyave. Et tu vois, je me souviens, la vidéo a hyper buzzé parce qu'à mon avis, justement, ça a généré plein de commentaires de haine, de gens qui disaient mais ce blanc, il prononce mal le mot. Alors qu'à Maurice, on dit vraiment goyave. Mais tu vois, en fait, là, ça m'a pas touché parce que je me suis dit, en fait, c'est un débat qui n'est pas le mien. Il critique pas le contenu. Il critique pas la personne que je suis. Ok. Mais demain, c'est sûr que si je reçois plein de critiques sur moi, sur ma personnalité, non, oui, bien sûr. Après, comment je vais faire Après, heureusement, quand même, il y a la majorité des critiques, heureusement, sont quand même assez constructives. Donc ça, c'est quand même un plaisir. Après, il y a la critique négative, mais moi, je pense aussi que la critique, des fois, positive, parce que ça, souvent, on n'en parle pas souvent. C'est-à-dire que je pense que la critique positive peut être aussi presque autant dangereuse que la critique négative. Surtout sur YouTube, où YouTube, en fait... les gens sont dithyrambiques sur les créateurs de YouTube. T'es exceptionnel, t'es génial, t'es magnifique. C'est un peu les codes aussi de tout ça. Et ça aussi, ça peut être... ça peut un petit peu fausser. Donc je pense que sur la critique, il faut prendre pas mal de recul. Mais en tout cas, c'est cool. Merci pour ton honnêteté parce que c'est pas... Tu vois, il y a la vulnérabilité, c'est vrai que c'est assez récent et les gens n'aiment pas forcément en parler. Et ça fait plaisir de voir des gens qui n'hésitent pas à le faire. Alors... J'aimerais bien qu'on reparle quand même un peu de la dimension sportive parce qu'au-delà du personnage, tu es quand même quelqu'un de sérieux. Tu es quand même quelqu'un qui a des vraies aptitudes sur la course à pied. Moi, j'ai suivi un peu tes performances. Il ne faut pas vraiment te résumer à juste de la création de contenu. Il y a quand même une vraie capacité athlétique derrière. Avant de parler de ta préparation, revenons un peu sur la relation que tu as avec le trail running. Au-delà des réseaux, au-delà de tout ça, tu as découvert ce sport, tu t'es passionné de ce sport. Qu'est-ce que le trail t'a appris sur toi finalement que tu penses que tu n'aurais jamais découvert ailleurs? Non, ce qui est marrant, c'est que je me souviens que la première fois où j'en ai parlé, tiens, je vais avoir envie de faire ce dodo trail 50 km là, à l'île Maurice alors que j'y connaissais rien et que j'avais jamais fait de tels efforts. Ce qui m'a attiré, c'est tout de suite cet aspect d'aventure, cet aspect de repousser mes limites. Je pense que de base, j'ai toujours aimé aller un peu vers l'inconnu. Tu vois, pendant mes études, j'ai énormément voyagé et je pense que c'était aussi en recherche de se sortir de sa zone de confort. Et qu'est-ce que ça a appris sur moi? Je pense que c'est surtout ça, c'est ce côté, en fait, je suis bon là-dedans. Je suis bon quand j'ai aucun repère, je suis bon quand il faut aller vraiment au bout de soi. Et puis j'ai aussi découvert que, je pense que je le savais un peu parce que quand je me suis mis au foot, par exemple, j'enchaînais beaucoup de foot. Par exemple, des fois, j'enchaînais 2, 3, 5 et je sentais que tout le monde me disait mais t'en as déjà fait 2 là et tu refais un, et j'étais toujours en mode ouais, moi je suis trop chaud, je veux continuer à jouer. Je pense qu'en fait j'avais une faculté pour l'endurance un peu de base et ça maintenant je l'ai découvert. Le trail ultra en particulier, c'est aussi beaucoup une notion de mental. Est-ce que tu t'es découvert justement ce mental? Est-ce que tu as été surpris justement par ses capacités, par ce à quoi ton corps était capable? Parce qu'au début, on voit la diagonale, on voit l'UTMB, on voit même des fois des performances de coureurs sur les 10 km et on se dit waouh, c'est monstrueux, jamais je pourrais réussir à faire ça. Puis au fur et à mesure, on progresse, puis on voit qu'on y arrive en fait. On voit que finalement, en fait, c'est possible. Et ça, c'est souvent un déclic. Tu vois, parce que en fait, à part le sport, il n'y a pas grand-chose qui peut te montrer que si tu t'investis dans quelque chose que tu pensais impossible est en fait réalisable. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi? Ouais, c'est sûr. Déjà, moi, quand j'ai passé cette ligne du premier 50 km,
En fait, je sais pas, j'ai découvert tellement de choses parce que tu dis, ok, en fait, pour moi, ça c'était réservé à un élite de personnes, à ceux qui font des marathons depuis je sais pas combien d'années. Et moi, en fait, qui n'ai jamais pris un dossard, je l'ai fait, tu vois, et je l'ai fait, j'ai bien terminé. Et surtout, j'ai pris énormément de plaisir. Donc, tout de suite, tu vois, je me souviens, j'ai tout de suite pensé à la Diagonale des Fous. Il y a tout de suite des gens qui m'ont dit, mais ouais, c'était malade. Et en fait, ces gens-là, faut pas les écouter parce qu'il y a aussi plein de gens qui vont aussi te dire l'inverse, tu vois. Ils vont aussi te dire c'est possible. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est en fait, et moi j'ai une chance, c'est qu'à Maurice, je suis pas très loin de cette Diagonale des Fous. Et du coup, je côtoie beaucoup plus de gens qui l'ont faite. Et en fait, quand tu te rends compte que c'est peut-être une personne qui a fini 5 heures derrière toi au trail de 50 km, et lui tous les ans il fait la diag, tu te dis, en fait, c'est peut-être pas si mythique. Enfin, c'est mythique, mais c'est peut-être pas si irréalisable. Et peut-être que moi, en m'entraînant bien, je le précise toujours, parce que oui, derrière, faut pas y aller sans entraînement. Non, ouais, surtout pas la diagonale. Ne faites pas ça. Mais c'est peut-être beaucoup plus accessible qu'on ne le pense si on s'y donne les moyens, tu vois. Et justement, quand tu es là demain, quand tu vas partir sur l'UTMB, c'est quelle casquette que tu vas avoir? Celle du créateur, celle du sportif? Parce que c'est pas évident, tu vois, à jongler. Est-ce que là, demain, tu vas quand même te faire un focus, tu vas te mettre dans ta bulle? C'est aussi la performance. Alors évidemment, tu es encore au tout début, donc tu as une marge de progression, mais on sent quand même chez toi que tu as un vrai potentiel, que tu as des vraies aptitudes. Donc demain, comment tu arrives à jongler avec ces casquettes et quelle casquette tu vas avoir? Non, c'est sûr, c'est que demain, je vais être là, comme je te dis, comme un examen. Donc moi, là, tu vois... pour cette course, je trouve qu'on a fait énormément de divertissement cette année. On a fait des courses où on s'est fait vraiment plaisir. On a fait n'importe quoi avec des vidéos qui ont buzzé. Je viens pas je viens pas forcément pour ça. Je viens aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent et ça m'excite. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'attendent pour le résultat sportif et moi ça m'excite un peu. Et donc demain, je vais quand même être concentré. Après, tu vois, juste avant, je rebondis parce que tu me disais qu'est-ce que tu as découvert. En fait, moi, j'ai surtout découvert avec le trail que ma personnalité est tout le temps positif. En fait, mentalement, ça, c'est trop fort en trail parce qu'il y en a, ils vont avoir un seul coup de mou, ils vont commencer à se dire, c'est bon, en fait, j'abandonne, à entrevoir l'abandon. Et je pense qu'à partir de là, t'es foutu. Moi, en trail, j'arrive à garder cette faculté à rester positif tout le temps. Ouais, même dans les moments durs, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on te voit, tu es quelqu'un de très positif, très good vibe, beaucoup dans l'humour. Même dans les moments de dur, même quand il n'y a pas de caméra, tu gardes, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est ton personnage, qui est ton identité, tu gardes ça. Et ça, c'est en fait, maintenant, avec du recul, c'est un truc que j'ai toujours eu, tu vois, en entreprise ou quoi, jusqu'au dernier moment. Moi, j'ai toujours essayé d'entrevoir des solutions plutôt que de, tu vois, m'accabler sur un problème ou autre. Et ça, en trail, quand tu as cette mentalité-là, quand tu sais que tu vas aller au bout, que ça va être une longue journée. Là, tu vois, je sais que je pars pour une grosse journée au bureau, je la vois comme ça. Et dans tous les cas, quoi qu'il advienne, ça va bien se passer, tu vois. Alors après, oui, là, au départ, je vais être concentré, je vais être axé quand même, parce que j'ai à cœur, tu vois, de faire une performance. Après, je ressens pas trop la pression là-dessus. Enfin, moi, j'ai une pression personnelle parce que je veux aussi prouver que, tu vois, derrière, je m'entraîne et tout. Comme tu dis, je pense qu'on voit le joyeux luron, mais derrière, je me suis donné les moyens de faire une belle perf, donc j'espère que je vais pouvoir, tu vois, la faire. Mais s'il l'a pas, c'est pas grave, c'est ça le truc. Ouais, mais il y a un côté quand même un petit peu injuste parce que forcément, les gens vont projeter des choses sur toi qu'ils projetteraient jamais sur d'autres personnes. Parce que ça fait, en vrai. T'es pas, faut te laisser le temps, t'es encore un novice. Certes, tu t'as performé quand même assez très très vite, ça il faut le reconnaître, mais c'est injuste, quoi. On peut pas attendre que tu fasses un top 20 aujourd'hui. Cette pression, elle est absolument pas cohérente, tu vois. Et puis là, tu parles de top 20, mais là, ce qui se passe sur les réseaux, c'est que je pense, en fait, on en parlait tout à l'heure, je suis devenu tellement mainstream, je parle à tellement de gens qui font pas de trail, c'est qu'on me voit pas top 20. Il y en a plein, ils m'imaginent gagner l'UTMB, et ça, c'est fou, tu vois. Top 20, ce serait déjà monstrueux. Et puis même, en vrai, il faut, tu vois, et en plus, tu connais ce sport, tu es quelqu'un d'intelligent, très lucide, donc je suis convaincu que tu approches quand même la distance avec beaucoup d'humilité. Et n'importe qui fait du trail et de l'ultra le sait. C'est-à-dire qu'on ne peut qu'être humble face à ces distances-là. Et donc, évidemment, je pense qu'au fond de toi, tu es quand même lucide, tu sais quand même ce que tu veux. Et forcément, y a des gens qui vont essayer de te la coller, cette pression parce que soit ils ont de l'espérance, ils connaissent pas, soit parce qu'ils veulent t'avoir au tournant. Tu vois, c'est pas super sain, en fait. C'est pas normal. Tu vois, on devrait te laisser tranquille, en fait, cette performance-là, et se dire, écoute, c'est encore les débuts et tout, puis on verra dans 5 ans, quoi, tout simplement. Mais vraiment, moi, ça m'excite, ça. Tu vois, c'est ça que je remarque. C'est fait comme t'as ce côté un petit peu, je veux tirer du positif de ça,
mais c'est joueur, tu vois. Ça peut Oui, aussi oui. avoir un double tranchant, je pense. Mais après, c'est là où je pense que je suis bon en communication. C'est que j'ai déjà prévu la vidéo que je vais poster avant, tu vois. Moi, mon but, c'est vraiment de remettre les choses à sa place, tu vois, d'expliquer aux gens que sur le papier, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais je pense que 700 ITRA, ça vaut 200e place, tu vois. Réexpliquer un peu ça aux gens avec transparence et partir un peu le cœur léger et que les gens comprennent que si demain j'intègre un top 100 et que même plus loin, tu vois, comme j'avais fait à la Diagonale des Fous l'année dernière, bah en fait, c'est fou et il faut vibrer avec moi parce que ça veut dire que je mène une bataille qui est grande et qu'il se passe un truc de fou. Mais ouais, moi, ça m'excite qu'on m'attende, tu vois. Parce qu'en fait, je sais que si je floppe, c'est pas grave. Dans ma vie, je floppe plein de trucs. Et tu vois, on en parlait en vidéo. J'aime bien retenir les buzz, mais en fait, il y a aussi plein de vidéos où ça floppe alors que j'ai passé plein de temps. Et c'est pas grave, tu vois. Tout de suite, je me reprojette vers l'avant. Et demain, si je rate un UTMB, c'est pas grave. Il y aura plein d'autres courses. C'est que le début. Bon, bah, en tout cas, curieux de voilà, te devoir courir, de devoir te prendre du plaisir. Et puis voilà, évidemment, il faut qu'on te laisse un petit peu tranquille aussi sur cette dimension-là parce que tu as un vrai potentiel, je pense. Tu vois, tu as un vrai potentiel et on voit des créateurs de contenu aujourd'hui qui sont quand même qui sont quand même des vrais athlètes et il faut pas l'oublier. Derrière, il y a aussi cette passion de la course, de l'entraînement et c'est très important. Et justement, rentrons un petit peu dans le détail. Alors moi, j'ai suivi un peu ce que tu fais. Je me suis aussi un petit peu renseigné à droite à gauche. Tu fais des beaux blogs, tu fais pas mal de off, des sorties aussi. Là, ça fait 3 semaines que tu es dans les Alpes. Est-ce que tu suis d'ailleurs un plan structuré avec un coach? Est-ce que tu as une équipe, kiné? Est-ce que tu t'es entouré en fait? Est-ce que tu as ressenti ce besoin-là ou tu voulais faire les choses par toi-même? Non, bah déjà, quand je me suis lancé, je me suis entouré beaucoup de podcasts. Je me souviens, j'ai écouté le tien et d'autres. Et ça m'a bien aidé au début. Je me souviens que je sais plus dans quel podcast j'avais entendu ça, mais fallait courir, en tout cas au début, longtemps mais doucement, tu vois. Et j'ai toujours appliqué ça parce que, je l'avais entendu partout pour éviter les blessures et tout. En fait, des fois, il vaut mieux enlever quelques intensités et aller courir longuement. Et ça, c'est vraiment ma DA, j'allais dire, mais c'est vraiment comment je fonctionne. Après, j'aime bien aussi l'approche de Courtenay, tu vois, de se dire, j'ai pas de coach et je fais un peu ce que je veux. J'écoute parce que, en fait, j'écoute énormément mon corps. Et ça, c'est pareil, c'est mon esprit. Et tu parlais de s'entourer. Moi, récemment, j'ai eu la chance d'avoir Victor avec moi, qui est médecin, du coup, qui est un coureur qui m'a aidé aussi dans les vidéos. Les premières vidéos à Rodrigue qui fonctionnent bien, c'est grâce à lui. Et lui, en fait, c'est tout l'inverse de moi. Moi, je suis un peu tout le temps à l'arrache, en dernière minute, ou à faire vraiment aux sensations. Et lui, tout est millimétré. Et puis, il a son approche de médecine, tu vois. Victor qui est dans la team Brooks aussi, je crois. Je pense pas. D'accord, ok. Et ça, en fait, Victor, lui, ça, c'est en train de se développer. Et il est dans mes vidéos. On essaie de l'aider pour que justement il puisse intégrer après des équipes ou autres. Mais Victor, lui, il a vraiment ce côté de coureur élite. Et puis, en fait, tu dis Team Brooks, il est tout le temps en Brooks, je lui file cette tenue. Okay. Donc lui, il a une approche. Lui, déjà de l'expérience et tout. Donc en fait, tu t'imprègnes un peu de l'expérience des autres pour essayer de gagner du temps. C'est-à-dire, en gros, tu as cette capacité de te dire... Parce que oui, tu dis oui, l'endurance fondamentale, et c'est vrai que c'est un peu l'avantage aussi de cette nouvelle génération, c'est que vous avez plein de ressources. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à courir, tu prenais un peu les conseils à droite à gauche, tu essayais de trouver les livres, déjà, ils n'étaient pas disponibles. C'était très compliqué, en fait, d'avoir des informations. Et puis, généralement, quand tu te mets à courir, tu fais le tour du pâté de maison en 47 minutes, tu retournes le lendemain, tu veux le faire en 45, après tu veux le faire en 43 et en 44, et ça c'est l'erreur que faisaient en tout cas énormément de gens. Et évidemment, alors en fait que c'est fréquence, volume et ensuite intensité, c'est la règle pour progresser sans se blesser et puis vraiment développer des qualités sur le long terme. Mais c'est pas évident, tu vois. C'est aussi une forme d'humilité, c'est-à-dire c'est de se dire voilà, je vais pas essayer d'être à bloc et tout. Tu vois, l'endurance fondamentale, il y en a plein encore, ils ont pas pigé, toi. Surtout pour du long, en fait. Moi, tu vois, je sais que je serai jamais un gros moteur. Je vais jamais pouvoir être le meilleur. Tu vois, à chaque fois, on me demande mon 10 km, mais mon 10 km, le meilleur que j'ai fait, il est à peine sous 40. Tu vois, ça paraît ridicule quand tu vois sur une start list comme l'UTMB ou sûrement les gens qui vont finir un peu devant moi, un peu derrière moi. Souvent, ils ont des temps. Après, si tu en refais un, peut-être que là.
Ouais, mais je serais pas beaucoup plus. Franchement, je suis vraiment pas très bon en vitesse. Le volume libère quand même la vitesse. Oui, Je oui, pense oui, que oui. quand même, quoi qu'il arrive, même si tu fais pas d'intensité, le volume te permettra d'aller. Ouais, Ça va vraiment que bloquer à un j'essaye, certain mais- moment. Tu pourras pas aller peut-être en dessous des 34, mais par contre, forcément, tu vas quand même développer des qualités de vitesse si tu fais beaucoup de volume. C'est Et, juste que tu vas vite plafonner, quoi. C'est ça. Et je trouve en fait sur l'ultra, ce qui est trop bien, c'est que oui, sur un départ, tu vois, comme sur un UTMB, sur les 40 premiers, bah, peut-être que j'irai jamais plus vite qu'un gars qui a 850 ITRA, donc qui a un niveau bien plus élevé que moi. Mais en fait, si lui, il a pété, à la fin, bah, on va aller à 6 du kill, mais lui, il va même pas tenir un 6 du kill. Et ça, c'est ça qui m'excite un peu sur du long. C'est que si, tu vois, on revient à ça, mais pour moi, demain, c'est un examen, j'ai ma copie, et si je la commence bien, si je pars pas trop vite, et bah, je sais que ça va bien se passer, tu vois. On va voir quel commentaire du prof principal tu auras C'est ça. sur l'UTMB. Rentrons un petit peu dans le détail, justement. Tu peux nous détailler un peu, voilà, une semaine, un bloc, là, justement, dans la prépa UTMB. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as construit tes saisons? Voilà, comment tu t'es préparé un petit peu? Détaille-nous les grandes lignes, évidemment, de ton plan, peut-être les erreurs que tu as faites, les corrections et ta philosophie, vraiment. Voilà, avec l'expérience que tu as acquise ces dernières années, est-ce que tu t'es forgé quelques petites convictions? Convictions, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, quelques principes qui me fonctionnent sur toi. Ouais, c'est sûr. Bon, après, j'ai pas énormément d'expérience encore, hein, donc c'est difficile de dire ce qui marche, ce qui marche pas. Après, je sais ce qui fonctionne avec moi. Tu vois, je me souviens que ma diagonale des fous, où tout s'aligne parfaitement l'année dernière en faisant 23e, je sais que bah, en fait, juillet-août, j'avais quasi rien fait parce que j'avais un petit TFL. Et au final, en fait, c'est en faisant un gros bloc un mois avant, donc S-4, souvent on parle, un mois avant l'objectif, qui m'a permis, je pense, d'avoir la caisse le jour J. Donc maintenant, je sais qu'un peu, j'aime bien dire ça, mais borné, c'est ce qui fonctionne avec moi. Donc là, cette année, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il y avait cette grosse course à La Réunion qui est venue un peu quand même, pas entacher la saison, mais dans le sens, en termes de préparation, moi je vois vraiment comme ça. Tu vas faire une aussi grosse course début Bien de sûr. saison. Derrière, ça implique, moi, comme j'écoute énormément mon corps, ça implique, j'ai quasi pris 2 mois de repos. Et donc après je suis arrivé en France, là je suis ici depuis le 15 juillet et par contre dès que je suis arrivé ici, je suis arrivé frais avec un corps je pense qui avait bien récupéré de cette course et là je me suis dit maintenant il va falloir déjà reprendre progressivement parce que si je reborne direct et à faire des sorties de 40 km dans la montagne, je pense que je vais me blesser. Donc j'ai repris tout doucement. Et après, quand je me suis vraiment senti bien, j'ai essayé de faire 2 gros blocs. Donc je parlais de Victor, on a fait un gros bloc dans le massif de Beldon parce que lui, il préparait l'échappée belle. Moi, j'ai juste vraiment pris des kilomètres et des longues journées dehors. Je pense que c'est ce qui marche. Et là, après, j'ai refait le TMB du coup avec une grande semaine où j'ai reconnu le parcours de l'UTMB. Parce que je pense que c'était vraiment important. Et donc, moi, là, je le vois voilà, comme ça. Ma prépa, c'est 2 gros blocs où j'ai vraiment bien récupéré après chacun d'entre eux. Et je pense, du coup, j'ai l'endurance. J'ai un peu rajouté un peu de vitesse aussi parce que je sais que l'UTMB va falloir courir. Ouais. Donc, j'ai essayé de courir en bas. Je me suis mis 2-3 séances en côte. Mais vraiment, on en parle peut-être de 3 sur le dernier mois, tu vois. Et je me sens prêt, tu vois, comme ça. Est-ce que tu vas partir à bloc parce que tu as raté Odetienne aussi? Je sais pas qui de deux vont réussir il y aura déjà une course dans la course, tu vois. C'est les 500 premiers mètres, il y aura déjà un gagnant, voilà, de ces 500 premiers mètres. Déjà, je suis bloqué sur le fait que je sois pas élite sur le papier. Déjà, je suis pas dans le sas, donc je suis derrière. Et après, je crois que ça fonctionne premier arrivé, premier servi en termes de place. On va laisser ça à Théo alors. C'est ça. On va laisser ça à Théo. C'est intéressant parce que quand je t'écoute là, en tout cas, c'est qu'il y a quand même une certaine forme de maturité tu me parles voilà, de savoir gérer les intensités, de savoir écouter son corps, de ne pas avoir peur aussi de stopper, de faire du off parce que tu sais que c'est extrêmement important. C'est extrêmement rare. Généralement, ça vient avec les années, avec les erreurs. Il faut pouvoir se blesser, pouvoir se remettre en question. Et toi, tu as déjà ce côté-là. Quand tu dis écouter ton corps, c'est pas si évident que ça, hein, tu vois, parce qu'en plus le corps, tu vois, dans les athlètes de haut niveau, il y en a beaucoup, ils sont blessés, ils ont mal, mais ils vont le cacher au kiné, ils sont même dans une certaine forme de déni. Il y a beaucoup de biais cognitifs autour de tout ça. Et puis en plus, quand on débute, on est hyper passionné, on a envie de se donner à fond, on est hyper investi, on va en faire des blocs. Comment tu arrives à écouter ton corps? Comment tu définirais quels signaux tu écoutes, quelles sensations tu écoutes? Est-ce que tu arrives à scanner? Comment ça prend forme? Tu peux nous détailler un peu ça?
Non, mais je pense que en fait, tout ce que je fais est basé autour du plaisir quand même de base. Tu vois, moi, si je prends pas de plaisir à l'entraînement, j'ai du mal à m'entraîner. Donc c'est pour ça que j'aime bien changer d'endroit, changer de partenaire, tu vois, avec qui je vais courir. Et c'est pareil en course. Tu vois, si je réussis une course, souvent, c'est que je me suis vraiment éclaté pendant la course. Et du coup, quand j'écoute mon corps, enfin moi, il faut savoir que je cours jamais avec une blessure ou quoi, parce qu'en fait, bah, je prends pas de plaisir quand j'ai mal. Donc en fait, juste à Ouais. partir du moment où j'ai un petit problème, tu vois, quand j'avais eu le TFL avant la diagonale ou quoi, bah juste je stoppe parce qu'en fait je suis pas là pour souffrir, tu vois. T'es pas venu pour ça. C'est ça. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu cliché de dire le plaisir, mais en fait c'est vraiment un élément hyper caractéristique parce que en fait c'est le meilleur curseur qui t'indique ce que tu dois faire ou pas. Et c'est pas parce qu'on fait du haut niveau, c'est pas parce qu'on est à la recherche de performance, c'est pas parce qu'on veut bien faire les choses que le plaisir n'a plus sa place. Au contraire, c'est un élément vraiment structurant et il n'est pas incompatible avec la dimension d'engagement, de discipline, de rigueur, de dépassement de soi. Au contraire, c'est un juge de paix et il faut le voir comme ça et c'est cool que tu en parles. Et je trouve on entend tout le temps dire ouais mais enfin n'importe quel trailer court en ayant mal quelque part. Et Ouais, puis on le valorise, ces Ouais, images tu de vois. coureurs qui arrivent, qui saignent, c'est hyper valorisé en fait. Et oui, peut-être en course des fois, comme en fait, on va un peu chercher l'extrême, on peut se retrouver avec des blessures, mais en tout cas, moi je trouve qu'à l'entraînement, il n'y a aucun intérêt à aller courir si j'ai mal, tu vois. Et je trouve, enfin, le monde est bien fait. Il y a plein d'autres sports, tu vois. Donc si j'ai mal quelque part, sinon je vais aller faire de la natation, je vais aller faire du vélo, et je vais toujours trouver un moyen, tu vois, de faire du sport, de me dépasser, de prendre du plaisir. Sans avoir mal, quoi. C'est pas fun. Ouais, mais tu es aussi sur les réseaux. Tu sais qu'on a beaucoup valorisé le Go Hard Go Home, Ouais. tu vois, Training Hard, Win Easy. Ça a été pendant très longtemps, tu as des choses qu'on fait beaucoup de mal, je pense, tu vois, qu'on pu être aussi salvatrices pour certaines personnes. Qui avaient peut-être besoin aussi d'un petit coup de pied au cul, qui avaient peut-être besoin de motivation, parce que dans la vie, on peut rencontrer des difficultés, on peut traverser des choses extrêmement douloureuses, on peut aussi des fois avoir un manque de confiance en soi, se dire mais finalement, voilà, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, et donc ça peut être libérateur, mais c'est quelque chose. Il faut savoir très vite s'émanciper de ça pour aller vers autre chose, parce que sinon c'est destructeur, et surtout généralement, vous allez revenir à la case départ parce que c'est pas tenable, en fait. Ça, tu l'as très vite compris. Ouais, et comme tu disais, tu me demandais les signaux que j'écoute, tu vois, ça va être autant la fatigue aussi. Souvent, moi, par exemple, après l'UTOI, là, 224 km, il m'a fallu plusieurs semaines avant de vraiment me ressentir bien. Tu vois, je sentais que la nuit, je dormais 12 heures. C'est pas normal. Enfin, moi, d'habitude, je dors jamais 12 heures d'affilée. Donc, tu vois, je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment intérêt d'aller pousser mon corps? J'ai aussi appris, tu vois, avec quelques ultras, que des fois, en fait, tu te sens bien. Mais en fait, tu l'es pas. Et ça, sauf que le jour où ton corps va te le dire, il sera trop tard. Tu auras déjà des blessures et autres. Donc, c'est pour en s'écouter. Est-ce que tu es un petit peu geek? Est-ce que tu monitores justement les choses? Est-ce que tu vas faire attention un petit peu à la data, aux montres, justement, parce que des fois, c'est vrai, on se sent bien et en fait, on ne l'est pas. Et c'est pas. Voilà, le corps, des fois, la fatigue est un petit peu différée, malheureusement. Ou inversement, des fois, on a l'impression que, ouais, tu vois, tu fais une séance, ça se passe mal, tu remets tout en question, tu dis, ouais, ça va plus. Surtout au début, quand on débute, on a tendance à très vite tout remettre en question à la moindre séance qui passe pas. C'est quelque chose qui est. Ouais, on se dit, c'est bon, j'ai tout perdu parce que je peux aller courir 3 jours et tout. Et justement, la data peut aussi te dire, non, en fait, ça va, c'est juste que tu as besoin d'un jour de repos, mais demain, tu verras, ça ira mieux. Est-ce que justement, tu t'es aidé un peu de cette techno ou Non, c'est pas ton truc? en vrai, je suis pas très geek sur tout ça. Mhm. Peut-être parce que aussi, tu vois, on en parlait, mon entraînement est pas très structuré, donc je m'en fous aussi qu'il y ait de la data en retour. Et par contre, il y a une data que je regarde beaucoup, c'est le sommeil. Ça, Ouais, j'allais te poser la question, Ouais. justement, les quelques data, le sommeil, ça tu regardes. T'es un bon Ouais, dormeur? ouais, tu vois, je suis trop content quand je vois que maman te dit que j'ai fait genre 10 heures, 80. Alors là, cette semaine, je sais pas, personne ne dort bien à la semaine de Ouais. l'UTMB. Je sais, Bah là, il faut tu vois, aller je dans un suis- chalet comme Kylian Jornet, tu vois, faut aller très très loin et pas. Là, je pense que si tu me dis que tu as réussi à dormir comme un bébé, Clément, je veux savoir comment tu fais, parce que même dans le public, je pense que ça dort pas beaucoup en ce moment. Non, mais tu vois, c'est pour ça qu'avant de venir à ton podcast, j'ai mis le réveil 8h10 ou un truc comme ça, parce que je me suis dit, je prends le max, c'est important. Je sais Il est arrivé à l'heure, hein, je tiens à préciser. ça va jouer là-dessus, tu vois, donc. Donc tu arrives quand même à bien dormir là, c'est cool. Ouais, là, ça va, tu vois, je fais des nuits. Tu vois, la moyenne, ça doit être 82 heures de sommeil. Donc je suis D'accord. plutôt Mais content. par nuit, du coup, tu dors. C'est 8 heures, souvent, Ouais, 8 heures. Donc Ouais. t'es plutôt couche-tôt ou lève-tard? Plutôt lève tard. Hein. Ouais. J'arrive jamais à. Ça, c'est le Ça, problème c'est les joueurs des vidéo, réseaux. ça. Et puis, Ouais. c'est les réseaux, tu vois. Ouais. Là, hier, je rentre pendant 1 heure, je suis happé par les stories des gens, les messages.
Non, mais après, la littérature scientifique s'est intéressée à ça, parce que pendant très longtemps, on disait que les heures de sommeil avant minuit comptaient double et tout ça, alors que bon, finalement, c'est un peu du bullshit. C'est pas vrai, c'est juste, on a un rythme circadien qui est très différent des uns et des autres, mais c'est assez logique, puisque, en fait, il faut se remettre, je sais pas, 7000 ans en arrière, on avait des villes, on était attaqués, et donc forcément, il y avait des gens qui veillaient sur la ville le soir et des gens qui veillaient sur la ville la journée, donc il y a des gens naturellement, on pense que c'est pour ça, qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup mieux la nuit. Et c'est normal, on est très complémentaires les uns des autres, la nature fait bien les choses. Donc il y a vraiment des gens, il y a des gens qui ont des rythmes plutôt nocturnes et qui vivent très bien de ça, parce que génétiquement, auprès des évolutions, ils ont été évolués comme ça. Il nous faut des policiers encore la nuit, il nous faut des infirmières de nuit, le monde ne s'arrête pas la nuit. Donc on a quelques personnes qui ont cette aptitude-là, et justement vouloir changer de rythme et vouloir se mettre sur des rythmes très tôt, parce qu'on pense que c'est mieux, c'est aller à contre-nature. Donc voilà, c'est pas forcément un problème si tu gardes le rythme et si ça te va. Tu fais des siestes un petit peu ou pas ? J'aimerais, là, tu vois, cette semaine, j'aurais aimé en faire un peu plus. Mais sinon, ouais, en tout cas, quand je suis dans les périodes où je m'entraîne beaucoup, j'essaye de faire des sièges, je sais que c'est important. Alors, tu es aussi un athlète Brooks. Brooks, c'est une marque qui... alors, ceux qui connaissent un petit peu les pays anglo-saxons, aux États-Unis, c'est une marque leader qui a un vrai héritage aussi, qui est issu justement je crois que c'était un ancien praticien de soins manuels qui a créé cette marque, qui explose en ce moment en Europe, qu'on voit de plus en plus, mais qui n'est pas forcément encore la plus connue de tout le monde. J'aimerais qu'on parle un petit peu de matos, justement, sur ce que tu utilises, ce que tu aimes. Est-ce que tu es plutôt team carbone, team grosse super shoes, ou plutôt minimalisme et tout ça. Et on va essayer un petit peu de rendre ça ludique. Donc, comme tu aimes bien les jeux vidéo, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un petit peu un avatar, des scénarios de course. Donc voilà, un petit avatar en fonction de plein de possibilités de scénarios, et tu vas me dire quel matériel tu cours, avec quelles chaussures tu vas prendre pour ce type-là. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Si. Il est un peu tôt pour moi aussi, ça te va ? Alors, mission 1, c'est une sortie longue en montagne, terrain technique, 5 heures solo. Tu prends quoi dans le sac en priorité et quelles chaussures ? Je pense... bon, alors déjà... en termes de matos, je préfère préciser de base, je suis pas du tout difficile. D'accord. Moi, tu me mets n'importe quoi, même les chaussures, j'ai toujours du mal. Tu me mets une chaussure sur chaque pied, des fois, j'arrive pas à comprendre la différence, tu vois. Donc, je préfère préciser. Après, par contre, terrain technique, c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai un petit coup de cœur pour les Cascadia 19, les dernières. Ouais. Je les sens légères et je me sens bien dedans, surtout comme dans Bien stable, ça bien c'est hyper stable. important, ouais. Surtout, je me sens bien, et je pense que c'est le principal. Tu vois. Alors, tu m'as dit que tu n'en faisais pas beaucoup, mais j'imagine que tu en fais un petit peu de temps en temps. Séance un peu speedrun, piste, 10 fois 1000, full intensité. Ton avatar, là, il passe en mode vénère. Tu lui mets quoi ? Là, je pense aussi les Cascadia 19. Encore dans une séance de Ouais. piste ? Non, mais non, deux pistes. Alors, j'en fais jamais, donc je peux pas dire. D'accord. J'avais pas entendu. Allez, sur une Pardon. séance de route, on va dire. Là, Chamonix, un peu de plat. Tu fais comment ? Je fais même pas de route. Tu fais bien un peu de plat, arrête, pour préparer l'UTMB. Ne me fais pas croire que tu n'as pas fait un petit peu de plat quand même. Non, mais Faut bien, sinon, tu deviens un gros mais du diesel. coup- T'es du pas coup, débile à ce qui est point-là. triste, c'est que dans mon sac, pour l'instant, il y a que des chaussures de trail. D'accord. On Je te reposera préfère la être question. honnête. On verra un petit peu. Justement, UTMB, départ en soirée, météo instable, très capricieuse. Il va me redire les Cascadia. Non. D'ailleurs, j'ai prévu de partir avec les Caldera. Ouais, justement, tu vas partir avec ouais. quoi là, un petit peu, détaille-nous un peu ça. Je suis sûr. Alors, comme je te dis, j'ai zéro sensibilité des pieds, mais j'ai l'impression que c'est plus smart quand même de partir avec des Caldera, tu vois, qui ont un peu plus déjà de confort et de renfort. Jusqu'à Saint-Gervais au moins, ouais. Ouais, avec les descentes qui vont taper fort, je me dis peut-être ça va préserver un peu mes genoux, surtout que j'ai eu des petits soucis aux genoux dans la dernière course que j'ai faite cette année. Donc ma strat, c'est de partir avec ça. Mais je me sens tellement bien dans les Cascadia 19 que j'ai aussi envie un moment de repasser dessus, et je me sentirais à mon avis bien plus léger parce que la chaussure est plus légère de base. Et quand tu as un petit peu les genoux qui grincent, les mollets, là justement la petite séance post-UTMB, tu as un petit peu des chaussures chaussons, confort que tu aimes bien mettre et qui sont... Non, je te dis, j'ai que des. Faut bien que je déroule, hein. Ouais, je sais, mais désolé, quand j'ai une paire que j'affectionne, je la Non, mais c'est intéressant parce que honnêtement, je suis exactement comme toi. Il y a un biais, tu vois, des gens qui pensent que parce que tu cours, parce que tu fais un peu de perf, tu es forcément calé. Les gens te demandent, t'écrivent, ah tiens, moi, il y a le nombre de personnes qui me disaient
ouais Guillaume, qu'est-ce que tu me conseilles et tout, alors qu'en fait c'est débile, c'est un biais quoi. Il n'y a pas forcément de corrélation entre votre capacité. Il y a des coureurs amateurs vraiment qui ont des niveaux très modestes, qui s'y connaissent bien plus que moi en tant que même ancien athlète, coureur, journaliste maintenant, voilà. Donc c'est pas forcément similaire. Mais on a compris quand même que tu avais des petites préférences. Est-ce que tu as encore des... Peut-être tu parles beaucoup des offs, on n'en a pas parlé, mais moi je pense vraiment beaucoup que les offs, c'est quelque chose qui va vraiment se développer. Parce que déjà, malheureusement, le trail est de plus en plus inaccessible, aussi de plus en plus élitiste. Il faut des points, on voit pour l'UTMB, et j'ai peur que ça devienne un petit peu excluant sur certaines courses qui font rêver. C'est dommage parce qu'à la base, c'était vraiment un sport inclusif, accessible et ouvert à tous. Et du coup, à mon sens, le off va se développer de plus en plus. Est-ce qu'il y a, avant de se quitter, est-ce que tu as quand même des courses, des itinéraires, des défis qui te font envie? Pas forcément même que sur le running. Tu vois, on voit un mec comme Mathieu Blanchard qui n'hésite pas à aller faire des aventures, là, qui part en skipper, qui a besoin de ça aussi pour lui. C'est quelqu'un aussi qui est passionné, mais qui y en a qu'on peut se lasser aussi et qui a besoin de mettre de la nouveauté. Toi, est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu t'interroges aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de te cloisonner au trail ou tu as envie de faire aussi d'autres aventures un peu plus hybride? Non, c'est sûr que pour l'instant, je prends énormément de plaisir en trail. Après, ce que je m'interroge, en ce moment, c'est justement, tu vois, à la fin de mon documentaire, on finit sur on va où maintenant? Et moi, c'est la grosse interrogation pour l'année prochaine, tu vois, je vais où et j'emmène les gens où? Parce que je pense que c'est tellement important, tu vois, tu parlais de off, mais en fait, quand on prépare une course comme l'UTMB, moi, ce que je vais retenir aussi, au-delà de la course, c'est tous les entraînements que j'ai fait dans les Alpes. C'est tu vois, le massif de Beldon que j'ai découvert. Donc non, c'est hyper important. Après, il y a des trucs qui m'excitent. Je pense j'ai toujours eu cette envie de voyager. Tu vois, j'ai envie d'aller voir un peu comment ça se passe aux États-Unis. J'ai envie de voir aussi comment documenter ça, comment communiquer là-dessus, parce que je pense que sur les grandes courses qu'on voit aux États-Unis, peut-être même il y en a des mythiques là-bas qui sont beaucoup moins connus en France. Et comment on va amener ça, comment on va créer du divertissement autour de ça. Donc ça, c'est tout ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Mais en tout cas, moi, j'ai un petit peu cette envie d'aller encore sur du plus long. Tu vois, parce que genre Swiss Peaks, des choses comme ça, un peu ouais, Tour des géants. Exact. Mais tu vois, même un Tour, je me dis peut-être c'est un peu trop documenté. Tu vois, j'ai peut-être envie d'aller sur un truc qu'on connaît un peu moins. D'accord. Et je sais qu'aux États-Unis, ils aiment bien aller sur du très long en tout cas. Et mais je sais pas où, parce que c'est l'interrogation que j'ai en ce moment. Et est-ce qu'on te reverra sur la Diagonale des Fous? Parce que moi, j'ai aussi une affection particulière pour cette course. Voilà, moi, s'il y a bien une course que je louperais pour rien au monde, c'est bien celle-ci. Est-ce qu'on te reverra sur la Diag? Ouais, en fait, je voulais pas y retourner cette année parce que pour moi, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'était juste fou. Je me suis senti bien de A à Z et je suis passé de la 200e place à 23e. Je crois qu'il y a personne qui m'a dépassé, tu vois, à un seul moment. Donc, je sais que ça c'est presque un coup de chance, tu vois. C'est tous les paramètres qui s'alignent, c'est un miracle. T'es prêt, hein, c'est tout. Oui, mais bon, après, je me dis, si j'y retourne l'année prochaine, est-ce que je serais vraiment meilleur? Tu vois, oui, je serais peut-être meilleur, mais il y a peut-être un petit truc qui va s'aligner un peu moins et je referai pas cette performance. Donc j'avais à cœur, en tout cas, si j'y retourne, de faire mieux, tu vois, et pas tomber dans ce cercle vicieux. Je trouve qu'il y a la Réunion où les gens la font tous les ans et en fait, tu la rates une fois, deux fois et après, ta vie tourne autour de la Diagonale des Fous et c'est peut-être pas bon. C'est pour ça que je viens sur un UTMB pour apprendre autre chose. Mais je pense que l'année prochaine, il faudra que je retourne à la Réunion. Ouais, et puis en plus, l'édition l'année dernière, elle était un peu particulière au vu des conditions météo et tout, parce que pour moi, une Diagonale des Fous, il faut quand même qu'il fasse un petit peu chaud, tu vois. Sinon, c'est ça. Donc, d'ailleurs, tu supportes bien la chaleur? Est-ce que tu as demain à la météo ça? Parce que du coup, si tu as performé, peut-être que c'est une question. Est-ce que tu thermorégules bien? Est-ce que toi, tu préfères les conditions pluvieuses, neutres? Tu as un petit goût pour ça? Ouais, on en revient, je pense, comme quand tu m'as posé des questions sur le matos ou sur ma personnalité, je pense que je suis tout le temps content. Donc, d'accord. peu importe ce qu'il advienne donc demain. Donc là, demain, toi, peu importe. Toi, parce que là, tout le monde à Chamonix, c'est la météo, c'est le sujet, c'est sur toutes les bouches. Mais puis, il y a toujours des gens qui disent c'est horrible, qui te démoralisent. Ça sert à rien de me plaindre parce que ça sera là. Et c'est comme tout, tu vois. Si souvent j'ai une galère de matos pendant la course, de toute façon, c'est là, tu vois. Autant se concentrer sur autre chose. Et c'est comme ça que je réfléchis. Après, je pense que la chaleur, le fait de m'entraîner là cette année dans l'océan Indien, il a fait très chaud. Donc forcément, j'ai continué de m'entraîner, donc ça doit m'aider. Donc j'aurais préféré qu'il fasse chaud, mais la pluie, je viens du Nord, tu vois. J'arrive à trouver des points positifs partout. La pluie, je viens du Nord, je la supporte aussi. Très cool. Merci beaucoup, Clément. C'était très cool de pouvoir discuter avec toi, d'en savoir un petit peu plus. J'espère que nos auditeurs ont pris plaisir à te découvrir. Si on veut te suivre sur un réseau social, sur une plateforme laquelle tu passes peut-être un petit peu plus de temps qu'une autre.
C'est Instagram quand même. Sur Insta, Ouais. d'accord. Donc voilà, Clem qui court sur Instagram, n'hésitez pas, on vous mettra tous les liens en description. Merci beaucoup, merci à Brooks d'avoir rendu cet échange possible. Merci à Clément qui s'est rendu disponible la veille de l'UTMB. C'est très très cool de sa part. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. D'ici là, prenez soin de vous, à très vite.